Bonjour, excellent réveil à tous. Il est tout juste 9 heures et je suis ravie de vous accompagner ce matin jusqu'à 10h30. Donc 90 minutes de bonheur pour nous de vous avoir avec nous comme d'accoutumé. Donc nous allons vous donner un petit sommaire de l'émission d'aujourd'hui, 12e jour du mois sacré de Ramadan. Et oui, et il y en a qui seront justement adaptés au mois sacré de Ramadan. En l'occurrence, une séquence qui sera consacrée à la sécurité alimentaire. Ce sera avec un invité. Il s'agit du président de l'association Al-Amen. Et puis nous parlerons aussi de coaching et de sport et de pratiques sportives durant le mois sacré. Comment justement aborder comment dire, la discipline sportive pendant le mois de Ramadan? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc c'est ce qu'on verra avec coach Selima Hanani. Et puis voilà, nous aurons le plaisir ce matin de recevoir une voix qui, elle, a mis en valeur le mois de Ramadan à travers un single. Donc Ramadan comme est signé Nawal Mbarek. Elle sera parmi nous justement pour parler de son actualité et aussi pour rappeler un peu son parcours dans la chanson, une chanson dont elle est auteure, compositeur parfois et dont justement elle met tout en valeur, dans laquelle elle met en valeur le patrimoine également et certains héritages dans la chanson kabyle ou la chanson algéroise ou la chanson andalouse. Une voix en tout cas cristalline et douce qui accompagne souvent nos écoutes en radio. Alors aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de retrouver celle qui nous permet aussi de rêver. Souvent, il s'agit de Siham Kenouch. Siham Kenouch s'intéresse aujourd'hui à l'histoire de certains mets traditionnels. Bon, je n'en dirai pas plus, je la laisserai développer. Bien sûr, au cours de sa séquence, on parlera d'épices et d'un marché particulier, celui de Mornia. Voilà, encore une fois, merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Voilà, je suis sur le point de lancer justement la séquence météo pour Amel Haribi qui se prépare justement à vous donner les nouvelles du ciel. C'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Amel. Ça va? C'est ce que se disent les fans de Amel Haribi ce matin. Ouais, c'est bon. Ouais, ils sont nombreux, je vous l'ai toujours dit, ils sont nombreux à nous écrire, à nous dire passez le bonjour à Amel Haribi. Ah ben je le passe le bonjour. Voilà, très bien. Allez, voilà, on va vous laisser quand même décortiquer les détails qui viennent à vous à partir des cartes qui sont en face. Donc c'est une carte variée. Donc bonjour Nadia, bonjour à tous et surtout bon réveil pour aujourd'hui. Eh bien le ciel se montrera généralement dégagé sur les régions de l'ouest. Des passages nuageux par contre vers les côtes centre-est et les régions de l'est du pays qui peuvent donner quelques pluies en matinée sur les côtes centre-est et un temps souvent nuageux vers les régions de l'est accompagnées de quelques pluies parfois orageuses. Et à noter des flocons de neige sur les sommets et les hauteurs des Aurès ainsi que les hauts plateaux de l'Est. La moitié sud connaîtra un ciel généralement dégagé à partiellement voilé. Et à noter aussi des sommets de sable sur le sud-ouest, le Sahara central, le Nord-Sahara, les oasis, également le Sahara oriental. Et à noter des vents assez forts, mais durant cette matinée sur les Aurès qui peuvent atteindre les 50 km/h. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison. Le minimum du côté de Sétif avec 14 degrés, 16 à Batna, 15 à Djelfa, 17 à Al-Bayad, 18 degrés à Annaba, Tizi Ouzou, également Tiaret, 20 degrés à Alger, 24 Oran, 27 le maximum du côté de Tlemcen. Au sud, eh bien, on relèvera à 23 degrés à Gardaya, 24 à Biskra, 28 Ilizi, 26 à Béchar, 31 à Janet, 32 du côté d'Adrar, 33 à Insalah et enfin le maximum cette fois-ci, Tindouf, Bordbedji Mourtar, Ingzam avec 35 degrés. La mer, quant à elle, eh bien, elle sera plutôt agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui varient entre 30 et 50 km/h sur les côtes ouest et 30 à 40 km/h sur les côtes centre. Et les vents seront de secteur est à nord-est et 20 à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. Et on termine suite avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 19h11. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi.
La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, C'est moi qui Amel. remercie. Et qui dit coucher de soleil dit aussi rupture du jeûne. oui, Voilà, voilà. parce qu'on est au mois sacré de Ramadan. Inch'Allah, ينعاد عليكم الصحة والهنا. تصوموا بالصحة والهنا également. Donc, ravi de vous avoir ce matin avec nous. Donc, merci d'être là. Et pour vous récompenser de votre fidélité, tout de suite, une petite chanson, Chanson, comme oui. d'accoutumé. Allez, on démarre. Avec En plaisir. chanson, je voulais juste ouvrir une parenthèse et dire que cette émission, donc du côté technique, sera dirigée par la talentueuse et aussi dynamique Fatima Djabali. Voilà donc qui est dit par rapport à la réalisation aujourd'hui. On lui souhaite la bienvenue dans l'émission. Et puis voilà, tout de suite, les chœurs Emiliera nous interprètent une très belle chanson qu'on connaît tous, une chanson qu'on aime énormément, celle chantée jadis par Idir Allah yarhamou. J'en dira. Donc ce cocktail des plus belles chansons d'Idir, pour quoi de mieux pour démarrer une journée comme celle-ci qui s'annonce pour le deuxième jour du mois de Ramadan également. Donc on est voilà, je ne sais plus quel jour on est le 3 avril 2023. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et parmi ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a Siham Kendouche qui attend impatiemment de vous raconter de très belles histoires. Bonjour Siham. Bonjour cher ami, bonjour à vous tous. J'ai été emportée par ce clip. Écoutez, c'est très beau. Envoûtée. Hein. Ah, oui, c'est très très beau, Très ça nous joli. a emporté. Ça m'a franchement plu. Moi qui suis très algérienne dans mon algérianité, fière de l'être, et qui a décidé justement de porter Oui, mon un bracelet. très joli bracelet. J'ai pas fait exprès, hein. Une Oui, belle j'ai pas fait coïncidence. exprès. Une Mais belle oui, coïncidence. oui, ça s'annonce bien, n'est-ce pas, Radia? Oui, les bijoux de Benini, entre autres, sont N'est-ce pas? d'une beauté Et incroyable. moi j'aime ces couleurs, j'aime Oui. les couleurs, j'aime le mariage des couleurs. Je suis très couleur et Portés par voilà. l'argent, donc voilà, l'argent. Tout à fait. Qui leur donne tout ce charme. Donc, Exactement. voilà, il y a du corail et plein Exactement. d'émaux Oui, qui. c'est joli. Ouais, 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 j'aime très, bien. très joli, autant que toutes les couleurs qu'on a vues dans le clip. Et qui Tout à sont fait. Super, Enfin, c'est c'est un signé. clip qui est très très coloré, hein, et il Voilà. est presque olfactif, j'ai envie de dire. On ressent même et on sent certaines odeurs Absolument. de donc la c'est forêt, de la nature, c'est le etc. collectif, les chœurs Emiliera qu'on a. Moi qu'on a j'ai beaucoup découvert à aimé, l'instant, franchement. voilà. C'est bien. Et justement, en citant les odeurs, les saveurs, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de jeunes filles dans des mises en scène où on prépare des mets, on prépare. On roule le certainement- couscous, On roule hein, le couscous. ce qui est ancestral chez nous. Absolument. Vous savez, vous connaissez la technique de... Je connais la technique. Mais j'ai jamais Je essayé. l'ai testé une fois, mais il y a très longtemps. Voilà. Voilà, c'est pareil pour moi. Oui, ça me rappelle. Pareil. On avait un camarade de classe à la fac qui lui savait rouler le couscous. Ah, Et d'accord. il nous a toujours complexés par rapport à ça. Ah, d'accord. Nous, les filles qui ne savions pas encore, on n'avait pas encore Ouais. appris. Bah, je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre. Hein. C'est quelque chose de pas mal du tout. Oui, Voilà. absolument. On peut tomber en panne un jour et vouloir faire un couscous. Exactement. Et, Et si. il suffit d'avoir quand même les éléments. Tout à fait. phares, De l'eau et de c'est-à-dire la semoule. des tamis. Des tamis, de l'eau et de la semoule. Oui. Et le tour est joué, je pense. Absolument. En tout cas, c'est quelque chose. Ce sont des mouvements qui chantent. Surtout si la femme a des bracelets. Je pense que c'est une cadence. Tchaf, Oui. tchaf, tchaf. C'est vrai. C'est une vrai. cadence. C'est À très joli. elle-même. Voilà. Effectivement. Donc, on va parler de mets traditionnels justement aujourd'hui dans votre Bah écoutez, oui, émission. j'ai décidé de vous raconter l'histoire ou l'origine qui se cache derrière quelques mets de chez nous. Comment sont-ils nés? Comment on les retrouve chez nous? Leur origine, qu'est-ce que les historiens nous disent par rapport à ce que nous sommes en train de manger? Par exemple, depuis le début de Ramadan, combien d'entre nous ont préparé un bon mhalbi? Tout D'accord. à fait. Alors, un mhalbi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est appelé comme ça? Quelle est son origine? En fait, nous avons plusieurs explications. Un dessert à base de riz pour ceux qui ne connaissent pas. À l'origine, il n'était pas à base de riz, justement, c'est ça. On y arrive. Bah, à base de riz, là, c'est une autre histoire. D'accord. Alors, le nom en lui-même, alors en Orient, on trouve, le H n'est pas très prononcé, mais respiré. D'accord. Donc, il y a une différence entre Mhallabi. mahallabi ou Mahallabiya. mahallabiya
et le H qu'on prononce donc à partir de la Libye. Donc en Égypte, c'est aussi muhallabiya. Une fois qu'on passe en Libye, en Tunisie, en Algérie, là, le H, on le prononce, ça devient un ha et non pas un ha. Donc ça devient mhalbi. Donc en Libye, on dit muhallabiya, donc muhallabiya se transforme en muhallabiya. En Tunisie et en Algérie, c'est tout simplement mhalbi. Voilà. Quoique le mot mhalbi est rare, un peu en Tunisie. On parle d'autre chose. Mais mhalbi, d'après Muhallabiya, d'après certains historiens, d'après une légende, il y avait un Richard à Damas, un Richard qui portait le nom de Yazid ben al-Muhallab. Donc, et ce Yazid ben al-Muhallab, comme il était riche et il était obèse aussi, fin gourmet, fin gourmet non, mais très gourmand plutôt. Très gourmand. Alors lui, il voulait que ses servantes ou les servantes de sa grande maison lui préparent un dessert et rien que pour lui, qui portera son nom. Et une donc de ces chefs cuisiniers, appelez ça comme vous voulez, a décidé de faire un plat à base de lait, ou un dessert, une douceur à base de lait, à base d'amidon et de sucre. Et c'est tout ce qu'il y avait. Peut-être, il y a ceux qui disent qu'on lui a rajouté de l'eau de rose. Donc, amidon, lait, sucre et eau de rose, et ça a donné peut-être El-Muhallabiya. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle, son nom justement, était Yazid ben al-Muhallab. Du coup, donc, Muhallabiya, Yazid ben al-Muhallab. Ça, c'est le dessert de al-Muhallab. Ok? Donc, ça devient El-Muhallabiya. D'accord? Un dessert qui a par la suite voyagé. C'est vrai qu'on voyageait beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, il n'y avait pas de riz du tout. Oui. Il n'y avait pas du tout de riz. Et puis, c'est passé, la même recette existe toujours, notamment à l'est algérien, Constantine, je dirais, et en Tunisie. Donc, il n'y a pas de riz, il y a de l'amidon, du lait et du sucre avec de l'eau de rose. C'est ce qu'on appelle un petit peu... Et des œufs. On rajoute des œufs dans la recette tunisienne. Peut-être... Ça devient le crime. Je parlerai de bellouza constantinoise, parce que le bellouza, il n'y a pas d'œufs. Le bellouza, il y a un petit peu d'amande. Et c'est à peu près la même recette. Il n'y a pas fortement, même les amandes, c'est-à-dire que c'est pas très riche en amandes. C'est facultatif, on dira. C'est facultatif. Donc, El-Muhallabiya, en allemand, on la retrouve, on l'appelle El-Bellouza à Constantine. Donc, ça, c'est autre chose. Maintenant, pourquoi il y a du riz? Parce qu'il fut un temps, d'après d'autres historiens, et ça vient d'Inde. Alors, les pauvres Indiens, les habitants de l'Inde, qui ne pouvaient pas acheter des kilos ou voire des grammes assez importants, des quantités importantes de riz, se contentaient de quelques fragments de riz cassé et moulu. Et cette farine de riz, on l'a récoltée quand les riches ou les gens aisés préparaient leur riz, le moulé ou quelque chose comme ça. Donc eux, ils récoltaient, ils prenaient juste la farine, les restes, ils les mettaient dans le lait, comme il y a de l'amidon aussi dans le riz, donc ça gelait un peu. Absolument. Et c'est comme ça que le dessert au riz est né. C'est pas le riz au lait, c'est sucré. Donc, on dit que le mhalbi, ça a une origine indienne et c'est né après que c'était juste un plat de fortune. C'était juste un plat pour les pauvres, un plat de fortune et on imagine qu'il n'y avait même pas de sucre dedans. Donc, vous avez j'imagine qu'avec le temps, c'est devenu un mix des deux. Donc, écoutez, l'héritage des riches, l'héritage des pauvres, ça a donné quelque chose, disons, pour une classe moyenne. Avec un petit peu de cannelle, comme ça, je pense que le lait est là. Des fruits secs par-dessus, c'est aussi joli parce que l'image, je suis l'image qui apparaît. Tout à fait, chers amis téléspectateurs, et comme ça. Il y a même des pétales de rose dans ce Nous sommes en train de parler de cuisine de bon matin, mais Malice on va tenir c'est pas grave. C'est la faute à Siem. Je vous en prie. Alors, le deuxième plat dont j'ai envie de vous parler, c'est rechta. Alors déjà, rechta, il faut savoir que ce n'est pas un mot turc, mais c'est un mot persan. Et rechta, c'est un plat qui vient d'Asie mineure, c'est-à-dire d'Asie centrale. Ce sont des pâtes. Donc, c'est une pâte qu'on prépare, qu'on roule et qu'on coupe en lamelles, d'accord? Mais on ne cuisinait pas rechta
à cette époque, donc en Asie mineure et en Turquie, comme on la cuisine chez nous. Oui, Donc chez nous, différent. elle passe d'abord à la vapeur, on lui prépare une sauce, etc. Alors il faut savoir que à l'origine, rechta était des pâtes en fil, donc cheveux ou lamelles, qu'on trempait dans une sauce aux lentilles. D'accord. Donc, cette recette existe toujours en Palestine. D'accord. Donc, la rechta palestinienne, c'est une rechta aux lentilles, où on coupe les lamelles, on ne laisse même pas sécher, hein, on n'est pas obligé de la laisser sécher, mais on la plonge directement dans une sauce, dans un ragoût si vous voulez, dans une sauce où il y a de la viande, mais aussi beaucoup de lentilles. La sauce doit être rouge et on laisse mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauce. Donc, vous voyez que ça, c'est une autre façon de préparer. En l'extrême sud la algérien, j'ai mangé une fois un couscous aux lentilles. Ben, ça existe, le couscous aux lentilles. Oui. Aux lentilles. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire, mais Ben j'ai si, goûté à aux cela. lentilles C'était et très aux bon. haricots. Mais ça existe. Ça. Haricots, j'ai pas vu, Ah, si, mais si. Ça, c'est aux légumes secs, quoi. Mais ça existe. Donc, on peut faire des pois chiches, on peut mettre des lentilles aussi. Hein. oui, Je quand pense on que est c'est dans pas- des zones désertiques, il est difficile parfois de d'avoir des légumes frais. frais. Ben oui, tout à fait. Automatiquement, c'est compensé par. Exactement. Donc, vous voyez que quand on parle de rechta, nous pensons que c'est oui. Mais rechta, c'est très ancien aussi. Donc, c'est un plat qu'on prépare aussi avec des pâtes, mais la préparation n'est pas la même du tout. Nous, on fait cuire à la vapeur. Après, on prépare une soupe. C'est pas du tout la même chose. D'accord? Hier, dans Les Bonnes Feuilles, avec Jawdet Guessouma, on a découvert un très beau livre de Ben Chneb, qui, dans son ouvrage, parlait un petit peu de l'origine de certains mots. Oui. Venant Le d'autres florilège de Ben civilisations. Chneb. Oui. Tout à fait. Oui, je crois Et que justement, c'est un des exemples cités par Jawdet Guessouma hier, c'était ça, c'était rechta, Oui. que c'était pas turc comme croiraient certains, mais que ça venait de Perse. Oui, alors rechta, c'est un mot persan et Oui. qui vient exactement d'Asie mineure. Donc, quand on dit Asie mineure, actuellement, c'est l'Ouzbékistan, Drabidian, etc. Donc, nous sommes à Tashkent, dans la vallée de Fergana. Nous sommes très, très loin de Turquie. C'est plus tard que les Mongols ont ramassé tout ce savoir-faire, ils l'ont porté vers l'Anatolie, vers la Turquie, pour qu'ils puissent être, ou qu'ils puissent voyager aussi à travers le monde. Il y a une autre histoire, ça me revient, il y a une autre histoire qui est encore plus... j'ai pas envie de dire farfelu parce que ceci est possible, qui dit que c'était Taimour Lenk, donc le fameux Taimour Lenk, l'ennemi de Dja, vous voyez, c'était le fameux Taimour Lenk qui a donné la recette de rechta à Ibn Khaldoun. Et c'est vrai qu'Ibn Khaldoun a voyagé un petit peu partout. Bon, bah, ça je ne sais pas, ce n'est pas une vérité c'est une historique. hypothèse. Mais bon, Ça reste une petite hypothèse. peut-être, voilà. je ne sais pas trop, mais peut-être. D'accord, il paraît que c'est Taimour Lenk qui a fait connaître à Ibn Khaldoun le fameux plat qui est rechta. Alors, le dernier mai, Il faudra nous raconter un peu les périples de Taimour Lek aussi. avec du oui, avec j'aimerais bien, oui. Ça c'est autre chose. mérite comme ça une petite halte, un Nasreddin séjour. Afendi. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Alors, le brick ou les bourek. Enfin, alors, quand vous dites brick ou bourek, c'est complètement différent. Parce que quand vous dites bourek, là, c'est très ancien. Et là, ça vient d'Anatolie. Là, ça vient de Turquie. Le bourek, ça vient de Turquie, d'Anatolie. Tandis que quand vous dites brick... On va faire comme Sherazade, s'il vous plaît, Siham. Ah, oui, je On crois va bien. suspendre le récit tout de suite. ما زال ما تديرش Voilà. لا ديك صباح لا لو كوك لا المغرب لا كان والو. Pardon. C'est surtout nos amis de la régie. Shahrazad ne peut arrêter de compter que quand il y a un coq. Bon, il y a... Donc faites-moi le son du coq, sinon je le fais moi-même et je vais arrêter de raconter. Cocorico, ça te va? Ouais, ça va. Je reviens après ou Oh, je... oui, on continue. On va juste découvrir les épices qu'on intègre dans ce mets traditionnel Super. et dans la plupart des mets Ok, traditionnels. très bien. Mais on va les découvrir du côté de l'ouest algérien, à Marni en l'occurrence, Ok, où super. notre ami Raouf Hamouche s'est déplacé tout récemment. Donc il est revenu avec ses senteurs. Ça sent bon. Ça sent bon les épices. Ouais. Allez, c'est parti. On y va. Tous les ramadans, la ville de Marnia ouvre grand ses portes pour accueillir ses hôtes comme il se doit. Le marché aux épices de Marnia attire de nombreux Algériens venus des 4 coins du pays. Une tradition pour certains, puisqu'ils n'hésitent pas à venir en famille pour faire leurs courses dans ce véritable temple des aromates. Nous nous sommes rapprochés de certains commerçants pour demander le secret de ce succès. هذا السر نتاعهم لقاليتي
Le secret de ce rush réside dans la bonne qualité des épices. D'ailleurs, c'est notre cheval de bataille. Comme vous le voyez, ils viennent de partout. Alger, Constantine, Sétif ou encore Mostaganem. Il y en a même qui viennent juste prendre des photos du marché des épices et repartir. Notre devise reste le bon accueil des clients. Comme on dit chez nous, le client est roi. Entre cannelle, curcuma ou paprika, un large choix d'épices est proposé dans ce marché de Marnia. Des épices qui font la réputation de la région depuis des années. Les épices de Marnia sont très connues. Les gens viennent de toutes les régions du pays, même de l'étranger, pour en acheter. Je suis une Algérienne établie à l'étranger. Je peux vous dire que les épices de notre pays sont les meilleures. Marnia est une référence en matière d'épices. J'ai des amis et des proches établis à l'étranger qui me demandent expressément de faire le plein pour eux. Une qualité qui n'est plus à démontrer, qui attire de nombreux consommateurs à Marnia. C'est aussi l'occasion pour beaucoup d'entre eux de découvrir la région. Raouf Hamouche a été chanceux, il a rencontré quand même Abdelkader Secteur dans un marché, c'est pas très courant. Oui, voilà, on revient aux senteurs, n'est-ce pas? Absolument. Aux couleurs aussi. C'était très coloré, très beau à voir. Ces étals étaient magnifiques. J'aime bien les épices. Ouais, je pense que c'est tout un monde. C'est une mélodie à eux-mêmes, ça raconte plein de choses et plein d'histoires. Alors, elle raconte, Shahrazad, Elle continue, parce qu'on reste quand même sur la thématique de base. On parle du bourrek, si mes souvenirs sont beaux. Très bien. En fait, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'épices dans le bourek. Il faut dire que le bourek, c'était soft. C'est beaucoup mieux de ne pas abuser, effectivement. Très bien. Donc, il faut dire qu'il y a... Pourquoi ça s'appelle bourek? Parce que berek, c'est beurre. C'est une pâte feuilletée au beurre. Le mot est turc, ok? Donc, berek, c'est une pâte feuilletée au beurre. À l'origine, c'est une pâte feuilletée. Ce n'est pas des dioul comme on le fait actuellement. Voilà. D'accord, ce n'est pas les feuilles de dioul, de bstila comme on les fait actuellement. Ce sont des pâtes feuilletées. Un peu comme la baklawa qui est aussi d'origine turque. C'est une pâte feuilletée. C'est une pâte filo. Donc c'est une pâte filo légèrement fine et ça n'a absolument rien à voir avec l'actuel. Alors l'invention est maghrébine des feuilles de dioul. C'est une invention maghrébine. On ne trouve pas ceci nulle part ailleurs dans le monde. Donc nous, on les fait frire, certains les font cuire au four. À l'origine, c'était au four avec du beurre, c'est tout. C'était au four avec du beurre. Qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur? Parce qu'on voulait, ce qu'on voulait, absolument tout. Il y avait même certaines tribus qui mettaient les restes. Donc au lieu de jeter, on le mettait dans une pâte qu'on en voulait et on enfournait comme ça pour un résultat meilleur. Tandis qu'à l'est algérien, on parle plus de briques. Alors, briques, c'était aussi pas grand-chose, mais c'était une feuille de dioul avec un œuf. Et voilà, le plus, c'est cet œuf qu'on ne laisse pas cuire jusqu'au bout et pour l'avoir comme ça un œuf saignant. Fondant, saignant ou coulant. Voilà. En tout cas, c'était juste une feuille de dioul avec un œuf plié en deux qu'on faisait frire et c'est tout. C'était ça l'origine du brick. Il n'y avait pas actuellement, non mais par la suite, on a rajouté un petit peu, voilà, les olives, le fromage, le thon, la pomme de terre écrasée, etc. Ce n'est pas du tout les briques. Là, c'est véritablement revisité. C'est très gourmand et ça fait prendre du poids en plus, n'est-ce pas? Ouais, c'est de la friture. Voilà. Donc, je pense avec un œuf plié en deux et c'est tout. Salé, poivré et puis c'est tout. Voilà, c'était donc aujourd'hui, c'était Rishta, Halbi et les briques. Lundi prochain, ça va être d'autres mets, très de chez nous. Et comment ils sont arrivés, pourquoi ils sont là, à l'origine, ce que c'était, etc., etc., etc. Ça va, Sihem? Vous ne manquez pas d'inspiration durant le mois de carême pour la cuisine, hein? Je parle de... L'inspiration en cuisine? L'inspiration en cuisine. Non, moi j'aime la cuisine. C'est super. J'adore cuisiner. C'est quelque chose qui me détend, qui me déstresse. Je m'exprime en cuisinant. Excellent. Donc voilà, j'imagine que vous apportez votre grain de sel à certaines recettes. Classique, d'accord. Oui, je suis conservatrice dans la cuisine. Je suis très gérie, fric. Mais la recette de base est magnifique.
Ah, mais écoutez, Elle est magnifique et c'est bien de la il y conserver. a tout. Ben, c'est-dire qu'il n'y a rien à revisiter dans Algérie. Hein. Absolument. Ben, arrêtons de faire des... Alors, le comble, un coup de gueule, je ne sais pas si je peux le dire, réalisatrice, je peux... On va terminer sur un coup de gueule. Oui, malheureusement, actuellement, nous sommes avec tellement de connaisseurs, de faux connaisseurs, qu'on appelle une salade de riz macédoine. Moi, ça m'a... Une macédoine est une macédoine. Une salade de riz, s'il vous plaît, est une salade de riz. On ne met pas de riz dans la macédoine. Bon, il y a une voix qui nous dit à partir de la régie, c'est quoi une macédoine? Alors, une macédoine, c'est juste des pommes de terre, des carottes coupées finement en cubes avec des petits pois mélangés à la mayonnaise. Tandis que la salade de riz, il y a du riz. Voilà, tout simplement. Voilà. On n'appelle pas une salade de riz macédoine. L'amalgame est levé en tout cas. Merci infiniment. Mais je vous en prie. Excellente journée. Bonne rupture du merci. jeûne. Donc, tout à l'heure. Dans quelques heures. On continuera en tout cas de parler. On continuera de parler justement de nutrition, de mets, de plats avec l'invité qui va suivre. Après ce reportage, donc, qui est signé Majda Jahmoun, qui nous parle de repas équilibrés quant à elle. Voilà, c'est parti. Durant le mois de Ramadan, la nourriture riche en graisse et en sucre est souvent privilégiée, même si elle n'est pas le meilleur des choix. Et dans ce cas-là, pour quelle alimentation faudrait-il opter après une journée de jeûne? Et surtout, qu'est-ce qu'un repas équilibré pour les Algériens? Le repas équilibré, بالنسبة ليا هي bon بلا شوربة جواز bon نقولوا باغ اكزومبل زعما كباب كيما اليوم شويه لي سالاد ايتو ونختموها افيك لي ديسير بيان سور لي فروي. لو بلا دو ليكيب تاعي في رمضان ناكل الريز وناكل سكالوب وكاش ما ديسير ولا عفسه هكذايا عندي ياغورت لوز بيستاج شوربه et un petit salade un gratin et pour le dessert un tiramisu. شوربه ça dépend فريك vermicelle مع حبة بوراك une orange salade verte. Pour moi, un repas complet. Ces repas sont-ils réellement équilibrés? Nous avons décidé de vérifier ces réponses avec une nutritionniste. Pour ce premier repas, shorba djouez, une salade et un fruit pour le dessert, ça dépend de la composition exacte de chaque élément تاع الفطور ديالو. Pour ce deuxième repas qui est composé de riz, de poulet, d'amandes, pistaches et un yaourt, franchement, je ne suis pas très d'accord. Ce serait bien d'avoir une soupe de légumes ou là une shorba, gratin, tiramisu. Là, j'imagine que ça doit être quelqu'un qui se dit « je me prive d'un côté pour pouvoir manger ce que je veux d'un autre ». Or que ça, c'est complètement faux. Une fois, 2 fois par semaine, on peut avoir un petit dessert spécial Ramadan. Pour cette dernière personne, donc entre shorba, bourek et un dessert, donc là, le repas est incomplet. Le repas équilibré, selon la nutritionniste, comprend une soupe à base d'une variété de légumes pour faciliter la digestion, un plat protéiné et idéalement un dessert riche en fibres. Pour répondre aux besoins de notre organisme Ramadan et avoir une alimentation qui va être saine et équilibrée, déjà il ne faut rater aucun repas. Toujours commencer par une soupe. On aura nos intestins qui vont être vraiment non sollicités pendant toute la journée. Donc, il est préférable d'avoir quelque chose de tiède. Et après ça, on pourra avoir le plat, idéalement un plat algérien, mais qui soit majoritairement composé donc, de protéines, une ration de protéines, ou même des protéines végétales. Plus il y a des légumes, mieux c'est pour la santé. Pour finir, donc un fruit. De son côté, l'organisation Himaytek enregistre un taux élevé de consommation de sucre, de sel et de matières grasses durant ce mois. C'est pourquoi elle mène des campagnes de sensibilisation pour appeler au rééquilibrage alimentaire. Malheureusement, le mois de carême, il y a une surconsommation des produits qui ont un fort potentiel en sucre, en sel et en matière grasse. Par exemple, les gâteaux orientaux, etc., qui ont un effet très néfaste sur la santé du consommateur. L'organisation Himaytek essaye de faire des campagnes de sensibilisation pour orienter le consommateur vers une consommation saine. Nous avons décidé de vous cuisiner ce repas équilibré. Première étape, nous avons accompagné le chef Rahim au marché pour les ingrédients nécessaires. Alors chef, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, اليوم عندنا لا سوب دو ليغيم كيما نعرفوا
Dans la cuisine du chef, nous avons commencé par la préparation d'une soupe de légumes. Alors chef, et notre deuxième plat? Bon, deuxième plat, عندنا roulé farci. D'accord. Le chef nous a proposé un roulé de poulet farci avec les petits pois. الجبيس تاعنا الفلفل الحل شارة الحانوت والثوم خذي. On commence par le lait, donc. Le dessert sera un jus fait à base de dattes et de flocons d'avoine. لا سوب غيش بالفيتامين والبوتاسيوم. دوزيام بلا عندنا بولي فارسي اللي نلقاو فيه بزاف بروتين. ديسير جو دودات مليح في السحور ويعطينا بزاف لينيرجي. Notre corps demande naturellement du sucre après l'iftar. Si vous faites le choix d'une zlebia, eh bien c'est l'équivalent de 17 morceaux de sucre, soit 340 calories. Les nutritionnistes appellent cela une bombe calorique. Ils conseillent donc de substituer ces sucreries par des fruits frais. Il est important de choisir les bons aliments pour se revitaliser et n'oubliez pas, manger doit rester bien sûr et avant tout un moment agréable et convivial. Et on va parler justement de sécurité alimentaire dans un instant. Plus tard, nous parlerons aussi de nutrition, mais aussi de la manière d'éliminer tous les gras et tous les surplus occasionnés par ces repas très copieux du mois de Ramadan, avec un coach qui sera avec nous tout à l'heure. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Hassan Menouar. Donc, il est président de l'association El Amen, qui œuvre depuis plusieurs années à la sécurité et à la sauvegarde justement de la santé du citoyen à travers sa consommation. Bienvenue, Monsieur Menouar. Merci, bonjour et Sahar Ramadan comme à tous. Sahar Ramadan également. J'espère que ça se passe bien, on est au 12e jour. On est au 12e jour, ça se passe très bien. Voilà. Mais le 12e jour nous permet d'avoir un petit recul par rapport à la qualité de la consommation durant ce mois sacré de Ramadan, n'est-ce pas? Je suis un peu désolé de dire que c'est 12 jours passés ou c'est 11 jours passés parce que jusqu'à hier soir, on a constaté qu'on n'a pas vraiment amélioré notre mode de consommation. Pourquoi? Parce que en tant qu'association Aman qui œuvre depuis maintenant, carrément, je le dis, depuis janvier 2018, à faire réduire, j'ai bien fait réduire, pas éliminer, à faire réduire le taux de sucre, sel et des matières grasses dans notre alimentation. En ce jour, donc, au 12e jour du Ramadan 2023, on voit qu'au contraire, dans certains environnements, on voit que ce taux est en train d'augmenter. Ceci dit, on a même consulté des médecins donc, qui reçoivent des malades continuellement. Ils disent que le nombre de malades est en train d'augmenter, que ce soit les malades qui sont liés au sucre, diabète et cancer, ou les hypertendus, les problèmes cardiovasculaires qui sont liés aussi à la surconsommation de sel et des matières grasses. Donc, je pense que les sociologues devraient se pencher sur la question. Oui, on travaille avec des sociologues. On travaille parce que on travaille depuis longtemps déjà. On avait même accompagné des étudiants en sociologie pour élaborer un mémoire sur les comportements du consommateur algérien, parce que la consommation est un comportement et c'est un comportement d'une société. Donc, quand on voit les orientations de consommation, on vient de le voir maintenant sur le petit documentaire, on est en train d'aller vers des consommations qui ne sont pas propres à nous, je le dis comme ça, qui ne sont pas méditerranéens, qui ne sont pas africains, qui ne sont pas maghrébins, qui ne sont pas ni de nos montagnes, ni de nos côtes, ni de notre Sahara. Donc c'est des plats qui sont surchargés. Avec l'introduction de beaucoup de fromage, beaucoup de gras en termes de crème fraîche et tout ce qui va avec. Et c'est vrai que notre alimentation est une alimentation à la base très saine. Donc ce sont des mets traditionnels méditerranéens, comme vous le disiez, qui utilisent beaucoup d'huile d'olive, qui utilisent des légumes. Je vois rarement. Effectivement. Et beaucoup de régimes, après des études élaborées par les nutritionnistes, beaucoup de régimes comprennent une mixture de tout ceci, un retour à cette base méditerranéenne, effectivement. Vous savez que, vous m'avez précédé de parler de l'huile d'olive, j'allais en parler. On n'en consomme que 25 litres par habitant par an en Algérie. Alors que dans les pays méditerranéens, ça va de 9 jusqu'à 15 litres par habitant par an. Donc on ne consomme pas du tout d'huile d'olive. Sauf dans certaines régions, on consomme beaucoup, et dans d'autres, ils la considèrent comme un médicament, comme un sirop. Et c'est ce qui fait que nous sommes malades.
Et puis, je vois rarement, je suis désolé, mais je vois rarement des recettes de chefs qui utilisent de l'huile d'olive. Pour encourager les Algériens à utiliser l'huile d'olive. Certains vont dire parce qu'elle est chère. Elle est chère parce qu'il n'y a pas de commande, parce que c'est-à-dire les producteurs produisent La production évolue quand même à une très belle cadence. Oui, si elle évolue, si elle est encouragée, si elle est accompagnée, si même elle est subventionnée, parce que du moment qu'on a plafonné le prix de l'huile sans goût, qui n'a aucun intérêt pour la santé, au contraire qui est nocif, ben on aurait dû orienter une petite subvention ou bien une réglementation pour plafonner l'huile d'olive et subventionner les producteurs. On aurait eu donc plus de choix, plus de disponibilité, moindre la qualité moindre prix et surtout généraliser la consommation. Donc encourager les Algériens à consommer de l'huile d'olive, aussi les légumes. Je vois que maintenant dans toutes les recettes, on utilise des légumes, même des légumes qui ne sont pas de saison. Alors que nous, en tant qu'association, on est en train d'encourager la consommation de légumes de saison. On est au mois de mars, donc on consomme des légumes de cette saison. D'abord, ils sont plus bons, donc point de vue goût. Ils apportent plus de bénéfices pour la santé. Il y a moins de pesticides dedans, donc c'est très important. Et puis, c'est plus économique. Et puis, Dieu qui nous a créés sur cette terre avec toutes les diversités en tant que potentiel climat, morphologie, donc nous a donné à chacun de consommer ce qu'il a dans le moment même où il va consommer. Donc ça, c'est très important aussi. C'est très important, donc c'est recommandé par les médecins, par les nutritionnistes aussi, de consommer non seulement les fruits, les légumes de saison, mais aussi les fruits de saison, parce qu'il y a des vitamines et des vertus qu'on ne retrouve pas dans tous les fruits. Donc chacun a sa spécificité, le corps a besoin de tous ces apports. Pour avoir une bonne alimentation, une alimentation saine. Et c'est vrai que le recours à tous ces compléments, comment dire, toute cette façon de cuisiner avec énormément de matières grasses, et de fromage et oui, tout ça requiert aussi un budget un peu important et colossal. Et Dieu sait que tout le monde se plaint quand même de la cherté de la vie, mais quand on voit quand on voit ce qui est dépensé quotidiennement par le citoyen algérien, on se demande pourquoi. Pire encore, on dépense beaucoup pour acheter des produits qui nous rendent malades, pour après dépenser dans la médication. Après courir après les scanners, les IRM et les médicaments. Donc nous, en tant qu'association, on dit non, il faudrait qu'il y ait de la sagesse, qu'il y ait de la responsabilité. On ne doit pas suivre toujours nos envies, parce que maintenant, quelque part, parfois, ou bien souvent, je dis, qu'il faudrait manger bien. Et c'est en contradiction avec les préceptes de l'islam qui recommandent l'austérité, qui recommande justement une certaine sagesse dans la consommation pendant ce mois. Donc, pour être réaliste, moi-même, il m'arrive de me faire plaisir. Oui, il m'arrive. Certainement. On ne dit pas aux gens privez-vous à fond. Non, il ne faut pas se priver. Mais n'abusez pas. Plaisir, faire une belle table familiale une fois par semaine, mais tous les jours, je dirais, vider son portefeuille pour se rendre malade et faire grandir des maladies avec leurs enfants, ça c'est grave. Donc on doit être quand même, on doit éveiller nos consciences pour dire que on est responsable de notre santé, et on est responsable de la santé des membres de nos familles, et on est responsable aussi de la santé de ce peuple algérien, parce qu'on doit maintenant savoir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mange. Donc on parle, nous, en tant qu'association, aussi beaucoup de régulation du marché, et de la régulation avec les produits qui sont sains et qui sont de saison. Donc qu'est-ce qu'on doit produire pour l'hiver, pour le printemps, pour l'été, qu'est-ce qu'on doit produire pour le ramadan, pour orienter un peu les consommateurs vers une consommation saine. Si j'ai parlé de l'huile d'olive, on voudrait qu'il y ait des orientations politiques pour aller à plus grande production, pour mettre ce produit plus disponible, plus accessible, arrêter à un prix, je dirais, de 400 à 450 dinars de litre. Ça va être abordable parce que quand on fait un calcul de ce que ça coûte par mois ou par jour, ça va être raisonnable et ça va encourager les Algériens à consommer pour reprendre la bonne santé qu'avaient nos ancêtres. Parce absolument. Et quand on dit l'huile d'olive marche avec des légumes. Donc, et quand on a des légumes de nos régions qui sont très riches en légumes, c'est-à-dire à travers toutes les saisons, donc ça va nous permettre de reprendre un petit peu notre santé et d'éviter ces gras qui sont malsains. Et tous ces excès, effectivement. Parce que quand on est en train de... on parle beaucoup de l'huile de table, l'huile sans goût, et on parle moins de l'huile d'olive. Donc on voudrait justement changer de cap et essayer d'encourager
les Algériens à consommer moins d'huile de table, donc à ne pas en faire beaucoup de marketing pour aller vers les huiles qui sont saines, qui sont bonnes pour la santé. La même chose pour les sucres. Donc nous, les Algériens, on ne peut pas parler malheureusement, on ne parle pas de Ramadan sans boisson, sans gazouze, et même plus grave que ça. Donc il y a même certaines boissons qui sont spécifiques au Ramadan. Je parle de sherbet, qui sont même produites dans des maisons, dans des foyers, dans des garages, dans des sous-sols qu'on ne connaît pas, qui sont malheureusement très prisés. Il y a des gens même qui se déplacent avec leur voiture pour aller acheter une sherbet dont ils ne connaissent pas la composition. Donc là aussi, c'est un danger qu'on a toujours signalé, que ce soit pour les pouvoirs publics, donc pour essayer de mieux contrôler ce domaine, et aussi pour les consommateurs, pour être plus éveillés. Donc il n'y a pas mieux qu'une eau et une eau plate sur table pour je dirais, reprendre cette santé qu'on voudrait pour tous. La boisson, on ne va pas s'en priver, donc c'est bien de décorer un petit peu la table et de se faire un plaisir, comme je disais tout à l'heure, mais tous les jours, une gazouze ou une bouteille de jus ou un sachet de sherbet sur la table, ça c'est grave pour la santé. Voilà, on peut substituer cela par des smoothies, par des jus de fruits de saison, éventuellement, quand on peut se permettre, c'est bien. Mais quand on ne peut pas se permettre, de l'eau qui est à la portée de tout le monde, je ne parle pas de l'eau minérale, mais l'eau du robinet, dans certaines régions, elle est assez bonne, elle est même, je le dis avec tout le courage, dans certaines régions, on a une eau du robinet, après des analyses, elle est meilleure que l'eau qui est en bouteille. Donc, il faut avoir ce courage de se priver, il faut avoir ce courage de se retenir. Ramadan, c'est pour jeûner la journée, donc Dieu voudrait nous apprendre à se maîtriser par rapport à nos envies, mais ce n'est pas pour se lâcher après le ftar et consommer n'importe comment et se faire du mal à la santé, parce que il faut se dire, même si c'est un mois pendant l'année, ce mois, d'après les spécialistes en médecine, il apporte beaucoup de mal à la santé, parce que c'est alors que c'est censé être le contraire. Le jeûne intermittent, c'est à la mode actuellement. Et nous, durant le mois de Ramadan, on jeûne suffisamment d'heures, ce qui correspond à ce qui a été évalué par les différentes études qui recommandent justement le jeûne intermittent. Donc 12 heures, c'est 12 à 14 heures par moment. Le jeûne thérapeutique, on y arrive parce que vous savez qu'il y a quelques années, les non-musulmans commençaient à faire ce jeûne. Ils avaient commencé par 3 jours, après 7 jours. Ils vont arriver à 30 jours. C'est une bonne détox pour le foie. Ils vont arriver à 30 jours. Il viendra un jour, ils vont faire les 30 jours qui vont se déplacer d'année en année, de 10 jours en arrière, parce que si Dieu nous a fait Ramadan qui passe pendant 33 années, sur toute l'année, ça veut dire qu'il a fait hikmah, je dirais. Donc on doit être discipliné. Et Ramadan, c'est une occasion que nous donne Dieu pour, je dirais, évaluer un petit peu notre croyance. Donc comment on va résister, comment résister pour ne pas succomber aux tentations, mais pas pour qu'à la fin, on va se faire du mal à la santé. Donc c'est une manière aussi, c'est un mois qui vient pour se recycler un petit peu, recycler notre santé, faire un petit peu le bilan de nous-mêmes, de nos comportements, et se détoxer de tout ce qui est mauvais. Donc évitons de surconsommer, évitons de se faire trop plaisir. Je le répète, donc on peut se faire plaisir une fois par semaine, et encore avec calcul. Hein. Donc, comme je dis à chaque fois, le jour où on achète de la viande, on évite d'acheter de la limonade ou des boissons. Le jour où on achète des qalbellouz, on n'achète pas aussi des boissons. Donc, chaque jour, on se fait un petit plaisir. Avec beaucoup je dirais... En réfléchissant à l'avance et en amont à un menu comme ça qui serait raisonnable et qui permet justement de rationaliser les dépenses. En fait, moi j'apprécie beaucoup une démarche de votre association, Al-Amen, donc qui essaye justement de sensibiliser les milieux étudiantins, parce que ce sont les citoyens de demain. Et c'est vrai que c'est peut-être peine perdue pour ceux qui sont déjà dans des routines qu'on connaît. Et c'est vrai que vous préparez le citoyen de demain par vos campagnes donc de sensibilisation. Non, parce qu'à travers une étude qu'on avait faite auparavant, un petit sondage pour évaluer la culture de consommation des Algériens. On avait trouvé qu'à partir de 40 ans, il est difficile de changer les comportements.
Oui. Donc on s'était dit que la tranche de jeunes entre 15 et 25 ans, elle était plus accessible, plus facile et plus attentive à tout ça. Parce que les jeunes de maintenant, ils cherchent à se porter bien, à avoir le beau physique. Ah oui, ils se font beaux, hein. Ils se font beaux, et à se préparer pour l'avenir, que ce soit l'avenir des responsabilités familiales ou des responsabilités professionnelles. Donc beaucoup d'entre eux pensent à vivre. À vivre, ce qui est légitime. Ce qui est légitime pour un jeune. Mais croyez-moi qu'ils sont mal orientés. On en trouve, parce qu'on travaille beaucoup dans les sites universitaires pour se donner le temps, surtout le soir, dans les réfectoires, à bien discuter avec les étudiants et étudiantes. Des étudiants et des étudiantes qui parfois ne savent pas que la canette de limonade contient tant de sucre et tant de colorants, et ils disent ah bon, on ne savait pas, alors pour nous c'était énergisant, pour nous c'était ça remplaçait les fruits, donc voilà, donc on sort un petit peu même de la sensibilisation et c'est de la formation qu'on fait. Donc le premier point, c'est de leur dire que vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 22 ans et vous allez arriver dans 5 ans à atteindre les objectifs de vos parents, les objectifs de l'État algérien qui a investi pour pour payer vos études, et vous êtes dans un site universitaire gratuitement pour qu'à la fin vous allez travailler. Mais vous imaginez qu'arrivé à 40 ans, vous n'allez peut-être pas avoir la bonne santé pour satisfaire et pour réaliser les espérances et les rêves, effectivement. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre santé? Alors que maintenant, la tendance, c'est le beau physique, c'est la solidité des muscles, c'est éviter d'être malade. Donc après, ils sont très attentionnés, ils nous suivent et ils continuent à nous suivre sur notre page Facebook pour à chaque fois poser des questions. On rappelle juste le nom de la page pour qu'on arrive au terme de cette rencontre. Association.el-Aman. Association.el-Aman avec un N à la fin. Bon, ça se trouve, donc c'est un logo avec plusieurs couleurs. Et c'est bon parce que aussi on n'a pas beaucoup de temps et de moyens d'aller travailler avec tout le monde. Donc on a choisi la frange de jeunes et c'est des jeunes qu'on pourrait maîtriser dans les lycées, dans les universités, dans les sites universitaires. Et en préparant ces jeunes, justement, quand ils rentrent chez eux, ils influencent sur leurs parents. Parce que chez nous, on a des jeunes. Moi, j'ai des enfants qui sont jeunes. Donc, le problème est avec eux. Donc, ils sont un petit peu rebelles dans la consommation. Ils essayent de se prouver. Ils essayent de suivre les tendances. Donc, si on règle les problèmes de nos jeunes, à la maison, on va se permettre de préparer des légumes, parce qu'ils vont les manger. On va se permettre de ne pas acheter la gazeuse tous les jours. On va se permettre de ne pas acheter des gâteaux tous les jours. Donc, voilà un petit peu notre stratégie. Et c'est un choix. Donc, c'est un choix qu'on est en train d'assumer. Donc, c'est le travail avec les jeunes. Et je pense que c'est très important parce que c'est l'avenir de l'Algérie. Comme je leur dis, cette Algérie va se développer. La souveraineté de l'Algérie, elle est à travers vous. C'est c'est les jeunes. Si demain vous êtes malade, c'est qui va servir le pays. Effectivement, en tout cas, c'est bien dit, Monsieur Hassan Nouel. On a été ravis de vous recevoir. Rappelons que vous êtes le président de l'association El-Amen et nous avons parlé, grâce à vous, de sécurité alimentaire. Nous continuerons de le faire dans un instant. Vous m'aviez tendu une très belle perche il y a un instant en disant que les jeunes aimaient bien être en forme, avoir une belle silhouette. Et cela passe essentiellement par la pratique du sport également et aussi certaines recommandations des nutritionnistes qu'on va découvrir avec le coach Selma Hanani qui va me recevoir. Non, c'est moi qui la reçois. Elle va me rejoindre dans un instant après ce reportage signé Walid Yousfi qui nous parle justement du sport et de Ramadan. Et c'est parti, voilà. Que vous souhaitiez perdre du poids ou juste garder la forme, pendant le Ramadan, vous êtes obligé de réadapter votre programme d'entraînement. Pour la grande majorité des sportifs, l'objectif pendant ce mois sacré est surtout de préserver sa masse musculaire et cela passe par un régime alimentaire équilibré selon cette nutritionniste. 15 kg 300. Effectivement, donc on conseille toujours de varier entre protéines animales et surtout végétales. On sait que les protéines végétales ont beaucoup de bienfaits sur la santé en général, donc comme les lentilles, les pois chiches. Et sinon, les protéines animales comme les viandes blanches, les viandes rouges, on a les œufs aussi. Et pour certains sportifs qui nécessitent des doses assez élevées ou des portions assez importantes de protéines, là on peut faire appel à la supplémentation, bien sûr à condition d'être bien contrôlé et de prendre des doses correctes. Réussir cet équilibre pendant le mois de Ramadan obéit à une autre équation, des exercices adaptés au mois sacré. Pour en savoir plus, nous avons fait appel à ce formateur en coaching.
Les athlètes لازم يعرفوا بلي كي ما تاكلش 3 heures jusqu'à 4 heures à plus la dégradation de protéines في le corps تاعنا راهي قاعده غير تزيد. Ça veut dire que la synthèse de protéines راهي ماشيه وين تنقص. هاد la situation le corps est obligé باش يسكريتي un hormone نسموه l'hormone de croissance اللي راح يوفر لنا دو سورس دينرجي في لو كور تاعنا. لا بروميير سورس هي لو جلوكوز لي ريزيرف دو غليكوجين اللي كاينين بلي ميسكل تاعنا ولا من لو فوا. لا دوزيام سورس هي لي زاسيد غاليبر اللي راهم ديسپونيبل في لو تيشي اديبو. وكي ينقص لو ريزيرف دو غليكوجين لو كور اي اوبليجي باش يكونفيرتي لي ميسكل تاعنا اللي هما بروتين لي زاسيد اميني vers du glucose. Ça veut dire que c'est du risque à la masse maigre تاعنا. Dans cette salle de sport à Alger, nous avons rencontré cette adhérente qui a l'air de suivre ses conseils. Vu qu'on n'est pas alimenté de la même manière, on n'est pas hydraté de la même manière, donc ce qu'on fait c'est qu'on diminue le volume de l'entraînement, ce qui veut dire la durée de la séance, le nombre de séries par exemple, et on essaye de maintenir la même intensité. Dans le cas de la musculation, c'est les charges. Que vous soyez un athlète aguerri ou un amateur, les spécialistes vous conseillent de s'entraîner quelques heures avant l'iftar ou 3 heures après, mais attention, certains exercices sont à privilégier par rapport à d'autres. Avant le ftar, on prend toujours un travail bodyweight, ça veut dire on travaille toujours avec le poids de corps, de préférence avec le poids de corps. Sinon avec des charges diminuées par rapport à l'iftar. D'accord ? Après l'iftar, on peut faire des séances complètement, que ce soit technique, que ce soit force, que ce soit endurance, que ce soit l'intensité, elle soit la même que les jours d'avant. Autre coach, autre conseil. Du côté de Bourg-Djil Kifan, Mohamed explique à ses adhérents que les exercices dépendent des profils de chacun. Les gens qui travaillent toute la journée, je les conseille de s'entraîner 2 à 3 heures avant l'iftar. Vu l'activité تاعهم, ils auraient pratiquement épuisé leur énergie pendant la journée. Par contre, pour ceux qui ne font pas beaucoup d'efforts dans la journée, je les conseille de s'entraîner juste avant l'iftar. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur énergie n'est pas encore épuisée. Qui dit énergie, dit forcément apport en nutrition. Pour les sportifs, il est conseillé d'avoir une alimentation saine contenant tous les macro- et micronutriments dont le corps a besoin. Il faut aussi prendre en considération le taux protéique journalier qui doit être suffisant pour maintenir sa masse musculaire. Le calcul est basé sur le nombre de grammes de protéines entre 1,2 et 1,4 par kilo de poids corporel. Une personne de 70 kg, par exemple, aura besoin de 80 voire 100 grammes de protéines par jour. Un programme adapté au mois de Ramadan, accompagné d'un régime alimentaire équilibré, sont les deux conditions qui permettent de préserver vos muscles et de maintenir la forme. Voilà, on remercie justement Walid Yousfi pour ce round-up. Voilà, il s'est déplacé dans différentes salles de sport, rencontré différents coachs sportifs. Donc, il nous a parlé de la pratique sportive durant le mois sacré de Ramadan. Et nous allons continuer sur la lancée avec la présence parmi nous de coach Selima Annani. Voilà. Bonjour, coach. Bonjour. Vous êtes donc coach personnel. Tout d'abord, et puis enseignante à l'Institut d'éducation physique et sportive également, et doctorante en sciences sportives. On est ravis de vous recevoir ce matin. Merci, bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, on est ravis de profiter de votre expertise ce matin. Voilà, un premier commentaire par rapport au reportage peut-être ? C'est très intéressant parce qu'on trouve beaucoup d'idées reçues par rapport au Ramadan. Certains disent on doit arrêter le sport, certains disent on va commencer justement au Ramadan. Alors c'est bien d'éclaircir le sujet. Absolument. Donc faut-il commencer la pratique sportive? Par exemple, si on est rouillé, si on n'a pas pratiqué de sport pendant des années et qu'on décide que pendant le mois sacré, allez, on va démarrer. Est-ce que c'est recommandé? Comment ça peut se faire ou pas? Personnellement, je recommande de commencer avant Ramadan. Après, il y en a qui sont, on va dire, un peu en retard. Ils peuvent commencer pendant Ramadan, mais il faut savoir comment commencer. On ne peut pas commencer directement avec de grandes intensités, avec de longues courses comme on voit tous les jours. Ça peut être nocif parce que le corps doit faire des adaptations aux jeunes, mais aussi au sport. Oui. Donc, ça fait quand même beaucoup. Oui, on voit justement énormément de personnes pratiquer le jogging, courir dans les forêts, dans les espaces jouxtant la mer, etc. C'est vrai que ça permet de gagner du temps, c'est-à-dire en attendant la rupture du jeûne, on se dit allez, on va passer du temps, on va faire un peu de sport, on va courir. Mais quel est un petit peu le dosage par rapport à une course comme celle-là? Par exemple, pour ceux qui ont déjà l'habitude de courir avant Ramadan, il suffit juste de diminuer un peu le temps de la course. Mais pour ceux qui ne courent jamais,
il faut bien commencer. Il vaut mieux commencer par une petite marche au début, surtout ceux qui sont en surpoids, la plupart veulent perdre du poids en Ramadan. Donc il vaut mieux commencer par des marches un peu plus rapides avec le temps, après entamer la course. D'accord, très bien. Donc, c'est quand même possible de le faire, mais à condition de faire attention à ces recommandations. Quand on parle de course. Oui. Après, si on parle de sport en salle, il vaut mieux prendre un coach sportif qui va orienter et surtout, il faut bien choisir son coach. Oui, d'accord. Quels sont justement les aspects négatifs de la pratique en solo, c'est-à-dire sans être guidé par un coach? Qu'est-ce qu'on peut déclencher? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquences négatives sur son corps? En Ramadan, c'est surtout la déshydratation. Quand on va sur des séances très longues, très intenses, on ne sait pas ce qu'on fait. En fait, il a dit pendant le ftour, c'est après le ftour, après la rupture, il a dit 3 heures. Est-ce que vous êtes d'accord avec 3 heures de sport après le ftour? En fait, comme vous savez, il n'y a pas assez d'études concernant le Ramadan. On a des études concernant le jeûne intermittent où on peut boire de l'eau. Donc, on n'a pas assez de recul. Donc, on a beaucoup d'informations à ce propos. Il n'y a pas d'études où on peut dire c'est bon ou c'est pas bon. Après, chacun ce qu'il veut sacrifier. Si on s'entraîne 3 heures après le ftour, c'est-à-dire à minuit, on va sacrifier le sommeil. Oui. Parce qu'on ne peut pas dormir juste après le sport aussi. Oui, parce que le corps a été excité par tous ces mouvements. C'est ça, on active un système sympathique dans le corps. Donc, on ne peut pas dormir juste après. Même si on dort, ce n'est pas un bon sommeil. Généralement, on récupère mal. Donc, ceux qui s'entraînent à minuit ou 22h ou 23h, c'est bien. Ils peuvent manger, ils peuvent boire. Mais après, ils vont dormir quand? Oui, absolument. Donc, le sommeil est vital parce que c'est vrai qu'il y a certains organes dans le corps, notamment le foie, qui filtre, qui purifie durant justement ce laps de temps, entre 1h et 4h du matin, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Donc, c'est-à-dire le sommeil. Si on l'empêche de faire son travail, si on ça veille... perturbe, on va dire. Ça ne va pas arrêter le travail, le corps est si bien oui, fait. Tout à fait. Mais ce n'est pas le même travail qu'on fait à 1h du matin ou à minuit, ce n'est pas la même chose. Donc le sommeil, ça reste vital, ça reste prioritaire à mon avis, même en Ramadan. On a un petit reportage justement qui parle encore de conciliation entre Ramadan, pratique sportive. Il est signé Sarah Derbel, qui est notre consoeur de la sportive. Donc on va voir ce petit son de cloche et on va continuer notre discussion. Peut-on pratiquer du sport pendant le mois sacré du Ramadan? Comment concilier jeûne et sport de haut niveau? Quelles sont les conséquences du jeûne sur la santé et le rendement d'un athlète professionnel? Ce sont là quelques interrogations qui reviennent chaque année sur les effets métaboliques et physiologiques du jeûne. D'après nos athlètes, l'intensité de l'entraînement baisse pendant le mois sacré. رمضان ما حش زعما تدرب 100%. باينه حتنقص التدريبات اللي في عوض دير زعما 5 تنقص. Pendant le Ramadan, c'est sûr qu'on ne peut pas s'entraîner à 100%. On a surtout peur de se blesser. لي بليسور كي تكون ما يتشربش الماء الاخر لي بليسور اللي يكونوا راح يضروك بزاف. الجسم كان متعود على يعني على السكريات وعلى الانرجي. Les entraînements pendant le Ramadan sont durs et surtout pendant la première semaine où on doit d'abord s'adapter pour pouvoir poursuivre notre préparation. وهذا الشيء يعني نواجه يعني في الأسبوع الأول احنا ندربوا نعم نتأقلموا في الأسبوع الأول. Le cas du recordman d'Algérie du saut à la perche, Hicham Cherabi, est différent. Après avoir été victime d'une blessure du tendon d'Achille, il reprend petit à petit pendant le mois du Ramadan. Pour cela, il doit s'adapter et respecter son programme. J'ai une petite blessure au niveau du tendon d'Achille. Après, avec Ramadan, vu que je ne fais pas les séances dures, on va dire, les séances donc je m'adapte à la situation. Je fais juste les exercices qui me physiquement. Ou plus des renforcements, de la stabilisation, du gainage, du coussin, Swiss ball et tout. Après, le Ramadan, c'est un peu difficile, mais il faut juste savoir quand s'entraîner. On a choisi de s'entraîner un peu plus tôt la matinée. C'est quand je suis en forme. On finit la séance, la petite douche, la sieste, classe la journée. On n'attend pas la chia, on fait la séance, on va être un peu plus fatigué que d'habitude.
Le vrai problème est l'impact du jeûne sur la performance sportive. Avec un corps qui a certainement moins d'énergie, comment les techniciens gèrent cette période et comment planifier les séances d'entraînement? Je suis persuadé que l'effet de jeûne sur la performance, sur la performance et le sport de haut niveau n'a pas été exploité, et loin de là, parce que tout ce qui a été, la plupart des études qui ont été effectuées, il aborde le sujet de l'instantané, c'est-à-dire on voit l'effet TACM le jour même ou là, une semaine après. Et très rares les études qui ont été faites sur le court et le moyen terme. Je pense qu'il y a moyen de s'approfondir. Donc il y a matière à faire une réflexion générale. Les scientifiques, les chercheurs, les entraîneurs doivent, notamment en Algérie, doivent aborder la question avec plus de sérénité et avec plus de méthodologie de recherche. Et pour assurer la santé et surtout le niveau physique et technique des athlètes, les entraîneurs et le staff médical doivent établir un programme approprié durant ce mois sacré du Ramadan. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, on parle de sport et de pratiques sportives durant le mois sacré de Ramadan. Aujourd'hui, on le fait aussi avec la présence avec nous de Selma Annani, donc qui est coach sportive, coach personnel et qui est aussi doctorante en sciences sportives. Bienvenue en tout cas encore une fois. On parlait justement de ces belles recommandations par rapport à un rythme à adopter, par rapport à une reprise, par rapport à un créneau. Donc, quels sont les meilleurs créneaux justement pour la pratique sportive au mois de jeûne? En Ramadan, on a 3 créneaux, pas 2 comme la plupart disent. Le premier, c'est juste après Sahur. Oui. Le deuxième, c'est avant l'iftar. Et le troisième, c'est dans la soirée. Maintenant, il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas assez de recul, comme on a dit, sur les études scientifiques. Et on aimerait en faire avec le temps, Inch'Allah. Donc, personnellement, je recommande avant l'iftar. Après, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des gens qui se sentent mal avant l'iftar. Il y a des gens qui se sentent fatigués, épuisés. Ça dépend de leur travail. Il y en a qui ont un travail assez physique aussi. Donc, ils peuvent faire après l'iftar. Maintenant, pourquoi avant l'iftar? C'est parce que juste après, on va certainement manger, s'hydrater, prendre de l'eau, etc. Et on ne va pas sacrifier le sommeil. J'insiste sur ça parce que c'est le cas de la plupart des Algériens. Ils ne dorment pas en Ramadan ou sinon ils dorment la journée, ce qui n'est pas du tout recommandé. Ça perturbe le corps, ça perturbe l'équilibre. On a une horloge plus biologique à respecter. Absolument, absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous, coach. Et c'est vrai, cela aussi équivaut à un respect aussi de l'alimentation qui accompagne en général l'exercice sportif et physique. Effectivement. En Algérie, notre ennemi, c'est nos traditions, malheureusement. Hélas. Oui. Malheureusement. Alors, on a des repas bien gras, beaucoup de fritures, beaucoup de sucreries. On ne se limite pas à un peu de sucreries. On a tendance à prendre des sucreries toute la soirée, pensant que c'est ce qui va nous donner de l'énergie, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que quand on prend des sucreries, c'est-à-dire des sucres rapides, que ce soit pâtisserie ou des chocolats, qalbelouz, labia, etc., ça va nous faire des pics de glycémie, ce qui va faire des pics d'insuline aussi, ce qui va causer des hypoglycémies dans la journée. Donc, on va se sentir très fatigué. Maintenant, on ne va pas éliminer les sucreries. On sait très bien que c'est pratiquement sacré en Ramadan pendant la soirée, mais il vaut mieux se limiter à un petit morceau de gâteau si on aime ça. Et de préférence juste après un repas, parce que il faut rappeler que la digestion elle-même permet d'éliminer au moins 100 calories. Donc chaque repas complet et équilibré permet aussi une alimentation qui va consommer un peu d'énergie et consommer un peu de sucre. On va ralentir l'absorption de ce sucre. C'est ça qui fait. Enfin, c'est pour ça que c'est recommandé de prendre les sucreries juste après le repas. Donc on va ralentir l'absorption de ce sucre. Très bien. Sinon, ça stocke directement dans les endroits. Malheureusement. Ça crée des bourrelets, un peu comme chez moi. Et comme beaucoup de personnes qui ont un petit peu levé le pied depuis le Covid. Depuis le Covid, c'est vrai que la pratique sportive, pour moi, personnellement, avait diminué parce que je n'arrive pas à le faire toute seule. J'ai besoin d'un coach. Et je pense que c'est recommandé. Il faut s'y mettre. Voilà, on va y réfléchir après ce passage. Donc, on a parlé de créneaux, on a parlé d'alimentation. Maintenant, on va parler de volume. Donc, combien de temps est-il recommandé de prendre pour justement une séance sportive de ce genre?
En fait, il n'est pas question de temps de la séance parce que la séance contient aussi le repos et ça contient. Oui. Dans les salles pour amateurs, ça contient des moments où on va discuter, ça contient. C'est comme ça. Sauf pour les professionnels, c'est autre chose. Maintenant, si on parle de volume de séance, c'est par rapport à avant Ramadan. Donc, il y a plusieurs méthodes aussi, mais personnellement, j'opte pour diminuer le volume de la séance. Bon, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est le temps de la séance en général. C'est-à-dire, si on a l'habitude de faire des séances de 1h30, voire 2 heures, on va diminuer à 45 minutes. Et oui, 45 minutes, c'est suffisant. C'est suffisant, oui. Maintenant, comment mesurer ça? Par exemple, en musculation, on diminue un peu le nombre de séries de la séance en général. Ça peut se faire en série par exercice, comme on peut diminuer un exercice directement et garder les mêmes séries pour les autres exercices. Pour la course à pied, par exemple, on peut diminuer le volume, la durée de la course, passer de 1 heure à 45 minutes. C'est juste un exemple. La marche aussi, hein, ça équivaut à... Bon, la marche, ça va. Généralement, c'est dos, donc ça va. Mais pour ce qui est course, on peut maintenir la même vitesse de course, mais diminuer la durée de la course. Là, on aurait touché le volume et pas l'intensité. D'accord, entendu. Donc, est-ce que cela implique aussi des pauses? Bon, en sachant qu'on ne peut pas boire pendant la journée, mais qu'on peut le faire le soir. Donc, si on est dans la journée, donc, est-ce qu'on doit faire des pauses? Est-ce qu'on le fait dans la continuité, comme dans une vraie séance? Non, pas spécialement. En fait, pour la musculation, on augmente le temps de repos parce qu'il faut bien régénérer le glycogène, etc. C'est un sport qui nécessite le glycogène. On touche très peu aux lipides dans la musculation. Mais pour, par exemple, ce qui est de la course, on peut faire une course continue, il n'y a pas de problème, parce que l'hydratation, ça se fait le soir. Il faut savoir s'hydrater le soir. Très bien. En tout cas, voilà, dernier round-up, dernière recommandation, coach Selma. Alors, on arrive à la fin de cette séquence, malheureusement. D'accord. Alors, pour le sport, suivez un coach sportif et il faut vraiment bien choisir le coach. Il y a beaucoup de coachs qui ne le sont malheureusement pas. Donc, il faut choisir le coach sportif et vous avez le droit de demander ses qualifications. Et pour l'alimentation, il faut choisir les bons repas, manger équilibré, éviter les aliments transformés, tout ce qui est farine blanche, tout ce qui est conserve, etc. Avoir un bon suhoor, manger un repas équilibré en suhoor, pas juste un café ou juste du lait par exemple. Un bon repas équilibré. Et bien s'hydrater dans la soirée, plusieurs verres d'eau séparés, pas une bouteille en une heure, parce qu'on n'est pas des chameaux, on ne va pas stocker l'eau. Oui, on ne va pas stocker, effectivement. Merci infiniment, coach Selma Hannani. On a été ravis de vous recevoir ce matin. C'est Hannani, depuis tout à l'heure je dis Hannani, parce que c'est écrit avec un H. Qu'est-ce qui leur est arrivé dans l'administration? C'est vraiment pas un choix, c'est Hannani avec un H en français. Oui, en tout cas, on a été ravis de vous recevoir. On vous souhaite bon vent pour tout ce qui vous attend durant le mois de Ramadan comme travail. Vous êtes coach personnel, on le rappelle, également donc enseignante à l'Institut d'éducation physique et sportive et doctorante en sciences sportives. Merci pour tous ces conseils. Merci à vous. J'ai failli dire docteur. Bientôt, Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah. Oui, dans quelques voilà, mois. Voilà, Fouiltlek. En tout cas, on est ravis aussi d'avoir un autre visage tout aussi sympathique ce matin dans notre émission, celui de Nawel Mbarek, qu'on n'a pas vu depuis un moment, ici même à Canal Algérie. Donc, on est ravis de la recevoir ce matin. Ses fans seront ravis de réécouter, entre autres, cet album ou cet extrait d'album avec la chanson El Marasem qui a fait tout son succès lorsqu'elle s'est lancée dans sa
Eh oui. Liamat Yaddi ou Kilmnem, c'est ce que dit cette chanson. Et c'est vrai que depuis 2014, c'est passé comme ça, c'est très vite, hein, Nawel Mbarek. Parce que cette chanson n'a pas pris une ride. On la réécoute toujours avec le même plaisir et le même attachement. Elle est d'une grande douceur. Vous avez donc été sélectionné pour les awards de cette année-là, n'est-ce pas? En 2015, oui. En 2015, oui. Voilà. Et vous avez vraiment été très bien classé comme par rapport à l'album au complet, n'est-ce pas? J'ai été vraiment gâtée. Déjà, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Oui, ça a été nominé meilleur album de l'année et j'ai eu beaucoup de votes, donc c'était vraiment un grand honneur. Ah, moi je pensais que vous étiez deuxième, donc vous étiez carrément première cette année-là. Deuxième. Deuxième, voilà. Oui. Voilà, il y a eu énormément de votes en votre faveur et cela s'explique. Il y a énormément de sensibilité dans cette chanson écrite par Halim, justement. Halim Agral, Allah yarhamou. Oui. Oui. Il est décédé Rkima et c'est vraiment un choc pour nous. Et voilà, il a fait cette chanson, paroles et compositions, un grand artiste. Voilà, c'était un membre des Caméléons, donc exactement. Leur frère. Voilà, à qui l'on présente justement nos condoléances ce matin. Donc c'était un grand artiste. Ils sont d'une grande sensibilité, un peu proche de la vôtre. Vous vous rapprochez des artistes qui vous ressemblent, n'est-ce pas, Nawel Mbarek, quand vous faites par exemple des duos? Oui, j'adore par exemple Haraj MC, même si c'est pas le même style qu'on a quand on a fait la chanson Harga. Voilà, lui c'est Raga. Et c'est vrai que c'est toujours des artistes qui donnent l'importance au sujet des chansons, à la musique, aux paroles. J'aime bien travailler avec ces artistes-là. Ça me permet de rappeler que vous êtes vous-même auteur-compositeur, n'est-ce pas, Nawel Mbarek? Vous avez écrit pas mal de chansons que vous avez présentées à votre public. Oui, en tout cas, c'est Kima Khalil Meskoud, vas-y, écris, parce que je lui dis, je ne suis pas une grande poète, ni poète du tout. Mais il m'a dit, non, quand tu exprimes vraiment ce que tu ressens toi. Oui. Donc c'est toi qui es sur cette chanson. Donc il m'a toujours encouragée, et même d'autres, la famille, des amis et des artistes. Je l'ai bien senti dans une chanson dans laquelle il y avait énormément de compassion avec les enfants ou les personnes malades atteintes de cancer. Un jour, vous avez pris part à une grande campagne de sensibilisation. Oui, la chanson votre chanson. Ah oui. Oui, c'est une chanson sur... je pense que le cancer, c'est un sujet qui concerne tout le monde et qui touche tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui n'a pas été touchée par ça. Et heureusement qu'aujourd'hui, on guérit de cette maladie. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être positif et combattre ce fléau. Non, j'ai cité cet exemple parce que c'est vrai que c'est bien ficelé. Vous n'êtes pas poétesse, vous ne vous revendiquez pas comme poétesse, mais c'est écrit avec rime, avec une harmonie comme ça qui nous... Et puis c'était poignant. Il y avait des mots qui avaient été placés avec justesse et du coup cette chanson nous a marqués. En tout cas, Nawel Mbarek continue son petit bonhomme de chemin, donc cette carrière en solo qu'elle a lancée en 2014 après avoir pris part à des chorales, différents orchestres, donc, et dans différents styles en fait, vous avez varié vos sources d'inspiration, je dirais. C'est vrai, moi j'aime bien toutes les belles chansons, même quand je ne comprends pas les paroles ou c'est dans une langue inconnue. J'adore quand il y a une belle mélodie. Ce qu'il y a avec la chorale polyphonique, c'est les chorales. J'ai fait partie de Naram, Harmonia, la chorale de la radio algérienne Eben et l'orchestre symphonique national aussi. Donc il y a la musique symphonique, donc c'est du Beethoven, Mozart. Il y a de tout, effectivement. Voilà. Donc j'ai fait du lyrique. Je ne peux pas dire que j'ai une voix opéra parce que l'opéra, il faut commencer très tôt, c'est tout un travail vocal. Mais j'ai appris plein de chansons comme Va Pesero et bien sûr des chansons de toutes langues. D'ailleurs, c'est pour ça que sur scène, je chante en turc, je chante en cubain, je chante... C'est tellement varié, c'est vivant, vos spectacles sont vraiment très vivants et il y en a pour tous les goûts, effectivement. Et il y a vos compositions aussi. Vous avez repris de fort belles manières Idir ou Jamal Alem également sur scène. Et tout à l'heure, on a écouté un chœur, le chœur Emilia, les chœurs donc Emilia, qui avait repris tout un medley des chansons de Idir que vous aimez beaucoup aussi. J'adore Idir, c'est vraiment mon idole, c'est mon exemple. D'ailleurs, même ma composition Tlatat Temsel, ils m'ont dit
Tu t'es inspirée de Idir. J'ai pas fait exprès, mais je pense que oui. Parce que j'ai beaucoup écouté les 33 tours de Idir avec mon grand-père et avec toute la famille toute petite. Donc, je pense que puisque le monde entier a été sensibilisé par ces chansons, c'est que vraiment... Absolument. Même quand on comprend pas les paroles, on est emporté par cette harmonie, par ces mélodies qui sont envoûtantes, qui vous emportent très loin. Donc, dans la Exactement. Oui, c'est vrai qu'on ressent Idir et on vous ressent aussi. Donc, elle a une histoire justement, Tlata Tamsalt. Elle a une histoire. Tlata Tamsalt, j'ai fait des recherches sur le recueil de Mouloud Mamri, des chansons amazighes, berbères, kabyle. Donc, oui, je fais beaucoup de recherches. J'aime bien chercher, par exemple, les poèmes de Ben Saïeb. Il y a le patrimoine algérien, que ce soit kabyle ou en algérien. On a vraiment un patrimoine très riche et très diversifié. Et on a une richesse incroyable. Et je pense qu'on ne met pas assez en avant notre belle culture. Absolument. En tout cas, vous l'avez fait. Ça a donné une très belle chanson, très suivie, donc sur la toile, très suivie un peu partout. Et une autre chanson très suivie qui a un rapport avec le mois que nous vivons actuellement, Ramadan, et qui continue de séduire le public, n'est-ce pas? Ça semblait vous étonner quand on s'est parlé au téléphone. Ramadan comme tout à fait. Ramadan comme. C'est une chanson que j'ai faite je crois que c'est la chanson que j'ai fait le plus rapidement possible. Je crois que je l'ai écrite en 10 minutes. D'accord. Parce que chaque fois, Ramadan, je me dis, je vais écrire un message. Voilà. Allez, on va l'écouter. صيام مقبول هذا شهر النور صاح رمضانكم وصاح فطوركم صيام مقبول هذا شهر النور الله يحمينا ونكون بصحتنا بالنية الصافية ربي يعافينا الله يحمينا ونكون بصحتنا بالنية الصافية ربي يعافينا صاح رمضانكم وصاح فطوركم صيام مقبول هذا شهر النور صاح رمضانكم وصاح فطوركم صيام مقبول هذا شهر النور اللمة حلوة مع العيلة كاملة ديما المحبة في شهر الرحمة اللمة حلوة مع العيلة كاملة ديما المحبة في شهر الرحمة صاح رمضانكم وصاح فطوركم صيام مقبول هذا شهر النور صاح رمضانكم وصاح فطوركم. C'est très joli, c'est très, comment dire, c'est très doux, c'est sincère. J'imagine que quand on écrit avec sincérité, même si c'est rapide, vous disiez que vous l'aviez écrite en 10 minutes cette chanson, lorsque c'est sincère, lorsque vous avez envie de dire quelque chose, ça sort très bien. Ah bah, merci. En tout cas, on l'a enregistré directement. Oui, avec ça se voit parce que vous lisiez encore. Exactement. Vous lisiez encore mon texte. Voilà, avec Mohamed Idir à la guitare, mon musicien. Donc oui, c'était vraiment un live. On l'a enregistré directement. Très bien. Donc en tout cas, vous savez vous entourer d'amis musiciens, illustrateurs qui vous aussi dessinent des choses sur certains clips. Et là, vous êtes sur le chemin de l'autoproduction pour un nouveau single, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Après Ramadan, normalement, il y a 2 singles. J'hésite encore pour clipper l'un des 2. Pour commencer et pour
pour sortir une nouvelle chanson, du nouveau. On attend avec impatience. Hein. Moi aussi, croyez-moi. Voilà. J'imagine que c'est pas toujours facile de s'autoproduire, mais vous êtes courageuse. Non seulement vous êtes auteur, compositeur et interprète, mais aussi vous vous lancez aussi dans cette voie, histoire d'être plus proche de ce public qui vous attend à chaque fois. Et donc, vous avez choisi l'option de diffuser d'abord des singles avant de rassembler un nouvel album, n'est-ce pas? Oui, parce que maintenant, le monde du disque n'est plus comme avant. Voilà, maintenant, les gens n'achètent plus de CD depuis longtemps. D'ailleurs, même les vendeurs de CD ont fermé. Oui. Franchement, ça, c'est dommage un petit peu. Mais bon, c'est ça, on est dans l'ère du temps. Tout est sur les réseaux sociaux, sur le web et sur les plateformes numériques. Donc, c'est ça. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire bon vent, Nawal Mbarek. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Et je suis sûre que ça a fait le bonheur de votre public, de vos fans qui nous suivent ce matin. Donc, voilà, à prochainement. Du nouveau avec Nawal Mbarek. Mais en attendant, on est en plein Ramadan. Profitez de cette belle chanson. Sahaftourkoum, Saharamdankoum. Elle est magnifique. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Et je remercie mon public parce qu'il m'encourage vraiment. Oui. C'est grâce à eux qu'on continue, il faut dire. Parce que, comme vous avez dit, on a beaucoup d'obstacles. Mais on reste toujours positif et on avance. Et je voudrais juste dire joyeux anniversaire, maman. C'est aujourd'hui son anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Donc, ce sera le ftour chez moi à la maison. الله يبارك الله يبارك ان شاء الله ربي يدوم اللمه قلتي اللمه والمحبه في لا شانسون حلوه دونك ان شاء الله ان شاء الله الرحمه تدوم واللمه تدوم واليامات يكونوا زينين وشابين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي pour vous tous. Voilà, joyeux anniversaire maman Mbarek. Merci. Voilà, donc on vous embrasse, nous aussi on vous souhaite un happy birthday ان شاء الله تصومي بصحه ولهنا وتعيشي بصحه ولهنا ان شاء الله. ان شاء الله, merci beaucoup. ربي يعيشها لك. ربي يعيشها لك. Santé pour tout le monde. Voilà, c'est le mot juste que vient de prononcer notre artiste, donc invité d'honneur de cette matinée. Donc Nawal Mbarek nous a fait le plaisir et l'amitié de venir malgré le ftour qui l'attend justement en cuisine. Allez, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire. Je vous souhaite vraiment un bon Ramadan. Merci. À très bientôt. Vous aussi, à très bientôt. Merci encore. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente journée, mesdames, messieurs. صيام مقبول هذا شهر النور الله يحمينا ونكون بصحتنا بالنية الصافية ربي يعافينا الله يحمينا ونكون بصحتنا بالنية الصافية ربي يعافينا صح رمضانكم وصح فطوركم صيام مقبول هذا شهر